Et coucou tout le monde, c'est Laura, bienvenue. Oh là, j'ai le son, oui j'ai le son. Donc ouais, coucou, et c'est Laura, bienvenue dans le numéro 16 de la chronique BD. Donc c'est l'endroit où je parle des différentes lectures du mois. Donc comme cette pile-là, ça représente à peu près tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Celle-là, c'est le teasing pour le mois prochain ou le mois d'après, en fonction de comment je vais me débrouiller pour lire tout ça. Donc j'espère déjà que tout va bien. Donc un gros mois là, encore, de plein de lectures, différentes en plus. Pas mal de petites choses dont je n'avais encore jamais parlé, donc ça va être sympa. Et je profite juste de cette intro pour parler de deux projets. Donc bon, vous savez peut-être maintenant que je parle beaucoup via le financement participatif pour acquérir quelques bandes dessinées. Et il y a deux projets qui me tiennent un peu à cœur. Bon, il y en a une dont je participerai pas parce que j'ai déjà la bande dessinée, mais c'est une campagne donc, sur Ulule pour les chroniques. Pour les chroniques. Non, les chroniques, c'est moi qui fais. Non, pour l'univers, sur l'univers Valiant, où ils vont remettre ils cherchent en tout cas un financement pour rééditer les intégrales dont on a déjà parlé, donc en l'occurrence les tomes 2 et 3 d'Ixoman War et Bloodshot, qui ont besoin justement de financement, et sinon vous avez le top 1, vous n'avez pas la suite. Donc du coup je vais mettre ça en lien, parce que voilà, c'est par l'univers Valiant, donc si ça vous avait plu tout ça, vous pouvez retrouver au moins dedans les intégrales. Et l'autre projet dont je veux vous parler aussi, c'est la petite maison d'édition. J'allais parler de studio, mais on n'est pas dans le jeu vidéo. Donc le petite maison d'édition Kamiti, qui pareil passe toujours par du financement participatif, et donc qui a un projet donc de bande dessinée donc, scénarisé par Corbéran. Corbéran, comme ça de mémoire, c'est le Chant des Striges, entre autres. Je pense que j'avais déjà parlé d'une bande dessinée de lui, mais je sais plus laquelle. Tant pis. Et donc du coup, donc pour cette maison d'édition, il a écrit une bande dessinée où ça va parler de loup-garou. Donc pareil, je vous mets le lien, c'est en financement actuellement sur la plateforme Ulule. N'hésitez pas à faire un tour. Hop, tac, ils ont toujours besoin. Voilà, le monde des va bien, on vend plein de bandes dessinées, mais les auteurs, c'est pas terrible. Donc plus Ulule, ça permet de financer les auteurs un peu plus directement. Enfin, pour Valiant, non, parce que ça passe par la France, etc. Mais voilà, les petites maisons d'édition ont souvent besoin d'aide par rapport aux grosses machines que sont Delcourt ou autres. En tout cas, on va nous commencer directement la chronique, hein. Comme je dis, on a une bonne pile, hein. Petit teasing sur ce qui vous attend. Et donc, c'est parti. Et on commence par Eden. Oh, vas-y mollo. Eden, le tome 5, en Perfect Edition, donc on regroupe deux volumes en un, et avec un plus grand format, hein, vous commencez un peu à avoir l'habitude de ce format, puisque j'avais déjà présenté les 20th Century Boys, et là maintenant on passe sur Eden depuis quelques temps. Donc pour rappel sur l'histoire, c'est qu'il y a 15% de l'humanité qui est décédée suite à un virus, donc le monde s'est un peu transformé, a été grandement modifié. Et donc on suit un des fils d'une faction, j'allais dire dirigeante, non, c'est plutôt anti la faction dirigeante. Merde, opposée à la faction dirigeante. Et là, en l'occurrence, dans ce tome-là, on suit d'autres personnes qu'on n'avait pas encore vraiment vues, donc on n'avait pas vu, sauf peut-être quelques-uns. Puis ensuite, on reviendra sur le personnage principal. Voilà. Deux histoires en un volume. C'est toujours écrit par Hiroki Endo. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de cette personne, et donc hop, quelques images classiques. Hein. Je n'ai pas encore changé la formule. Donc pour Eden, j'aime bien cette série parce qu'en fait, j'ai commencé à la lire pendant que je faisais cette chronique. Donc ça me permet de voir aussi l'évolution de mes différents avis depuis le début. Hein. Donc, pour rappel, au début, j'accrochais pas. Et au fur et à mesure, je me mets à vraiment apprécier cette série. Et ce tome 5, toute la progression graphique que j'ai vue depuis le début, elle continue. J'ai vraiment plus aucun reproche à faire du point de vue de dessin. Et un constat, hein, donc là c'est ni reproche ni grosse qualité, hein,
ça dépend après de vos sensibilités. Bah, je trouve que les dessins se rapprochent beaucoup plus du franco-belge que du manga au niveau des visages. Là, bah, vous pouvez voir un peu quelques visages sur les pages qui défilent. Donc bon, moi c'est vrai que vu que j'ai quand même tendance à lire plus de franco-belge, bah, je m'y retrouve un petit peu plus et c'est vrai que j'approche vraiment beaucoup les dessins. Par contre, pour l'histoire, je vais être beaucoup plus mesuré sur ce volume 5. Parce qu'on a vraiment une première partie qui va parler d'autre chose que le personnage principal, et c'est après qu'on revient avec lui. Et en plus, quand on revient avec lui, on a le droit à une ellipse temporelle. Voilà, ça c'est sûr pour en gros l'histoire. Après, voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans ce manga, finalement, c'est le personnage principal. Le reste à côté, bah, c'est du à côté. Donc, j'ai pas envie de m'intéresser à des événements qui apparaissent, en tout cas pour l'instant, décorrélés de l'intrigue principale. Après, ça permet à l'auteur de parler d'autres choses aussi, et là en l'occurrence des persécutions des minorités ethniques, donc là en l'occurrence les Ouïghours, excusez-moi. Et ce qui est très triste, c'est que ce manga a été écrit en 2006, et je pense que la persécution des Ouïghours est toujours d'actualité. C'est un petit peu dommage, donc là l'action à ce moment-là se déroule au Moyen-Orient, et après on revient en Amérique du Sud, et on va suivre Elijah Bailey. Bailey. Parce que là c'est Bailey, c'est Ballard. Parce que Bailey c'est Elijah Bailey, je crois que c'est dans... Ah, ça va me revenir, ouais, je plisse les yeux comme ça pour réfléchir. Tac tac tac, c'est dans le cycle des robots d'Asimov. Putain, voilà les mélanges que j'ai fait. En tout cas, pour la deuxième partie avec Elijah Baylard, bah, j'ai cette ellipse. Je trouve ça dommage, c'est que j'aimais bien voir l'évolution du personnage, et au final, bah, on a l'ellipse, donc le personnage a évolué, mais sans nous, en plus il y a certains événements qui arrivent un peu de manière abrupte, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour conclure, je commence à comprendre pourquoi la bande dessinée a atteint son statut culte. Surtout, voilà, surtout par rapport au dessin. Voilà. L'histoire, voilà, brasse suffisamment de thèmes forts pour qu'on puisse vraiment accrocher. C'est pour ça, voilà, que je pense que le manga est culte. Après, voilà, ce que je vais reprocher en fait sur le manga, c'est surtout des attentes. J'attendais des choses, ils ont pris un autre tour. Bon, bah voilà, mes attentes j'ai été déçu de ces attentes, mais au moins j'ai des attentes, et ça c'est positif. Voilà donc pour Eden, It's an Endless World, volume 5. Le volume 6 arrivera le prochain sans doute. Tac, tu passes derrière et on va passer la deuxième BD. On enchaîne avec Terre d'Ogon, tome 2. On est de retour dans les mondes d'Aquilon. Il vous avait sans doute pas manqué, puisque j'en ai déjà parlé le mois dernier et le mois d'avant, entre les 2 mois aussi. J'en parle un peu tout le temps. En même temps, il en sort tout le temps des volumes, mais là ce mois-ci on a été gâtés. Donc les Terres d'Ogon, pour resituer, c'est le continent qui se situe ici, hein, tout ça, et il est plutôt c'est un continent à consonance africaine. On va dire que c'était plutôt médiéval dans les Terres d'Aran, les Terres d'Ogon africaines, et les futures terres d'Inuma seront à consonance asiatique. Donc l'histoire de ce volume 2, on a Hitome qui a trouvé un masque qui va lui donner des pouvoirs. En contrepartie, elle va devoir donner son âme à un sorcier. Hitome va donc entreprendre un voyage vers des personnes qui pourront la libérer de cette malédiction. On a Nicolas Jarry au scénario, donc c'est le scénariste des nains, enfin principalement le scénariste des nains. Et on a Alex Chirac, c'est lui la deuxième fois qui rédige. Non, rédige pas, ce n'est pas une rédaction, qui dessine un tome des Terres d'Aran, des mondes d'Aquilon. Il avait illustré le tome 10 d'Orques et Gobelins. Après, par rapport à ce qu'il avait déjà publié en France précédemment, j'ai noté la série Elblar chez Sandaway. Bon, ça c'est une maison d'édition qui a malheureusement disparu. Et il a fait aussi le Yokai. Ça parle des monstres japonais.
Il y a quelques images, j'ai plus rien de chose à dire, tac, voilà. Alors, c'est une histoire relativement simple, hein, un voyage vers une autre contrée. Bon, il y a des personnages attachants qui arrivent dans sa vie aussi. Un dessin qui est orienté assez cartoon par moment, hein, surtout sur les expressions des villages qui ont été très amplifiées. Je pense qu'on le voit sur certaines pages. Par exemple, celle-ci, on peut voir la case tout à droite, au milieu droite, où le personnage est en train de tomber, là tout de suite. Voilà. Euh, donc voilà, ça rend un peu le récit plus léger par rapport à d'autres récits, hein, surtout en ce moment, vu l'événement qui se passe en ce moment sur les terres d'Aran. Donc j'ai passé un plutôt bon moment avec la bande dessinée, hein. Voilà, c'était un bon volume, et puis voilà, il y a une partie graphique qui change un petit peu par rapport à d'habitude, mais je reviendrai plus tard sur la partie graphique. On a d'autres volumes pour en parler. Donc voilà pour Terre de God, tome 2, c'était assez court, mais vous inquiétez pas, la prochaine BD va être encore plus courte. Et la prochaine, on passe à l'intégrale d'Invincible. Donc je vous ai parlé à peu près des 8 intégrales précédentes. Donc pour celle-là, on va poursuivre les mésaventures d'Invincible, hein, le personnage qu'on voit en couverture. C'est toujours les mêmes auteurs derrière le personnage. Puis je vais même pas vous montrer d'images parce que ça reste exactement les mêmes images que d'habitude. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous ne l'avez pas encore fait, lisez Invincible, hein, parce que c'est top. Voilà, tout le monde vous le dit que c'est top. Lisez Invincible. Voilà, c'est tout pour Invincible 9. C'était très court, je vous avais prévenu. Là. Et on va passer à une autre bande dessinée. Et cette fois-ci, on va y passer un petit peu plus de temps. Il y a plus de choses à dire dessus, donc c'est de la bande dessinée qui s'appelle Le Dévoreur de temps. Pour l'histoire, on a, après la destruction de son village, par une grosse créature, hein, le Dévoreur de temps d'ailleurs, il y a un jeune homme qui va prévenir son Yarn, hein, de compte, on va dire son chef. Ouais, c'est son chef de la région, hein, son préfet, qui va prévenir de l'attaque. Et dans son voyage, il va faire différentes rencontres. Il va rencontrer différents compagnons qui vont l'aider dans sa quête. Un récit assez, somme toute, classique. Au scénario et au dessin, on a Skalgard et Morgil. Il n'y a pas de ça devrait être Morgil, mais je préfère dire Morgil. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Sauf si l'auteur est là, et l'autrice pardon est là, et elle me dit non, ça me dit Morgil. Mais je ne pense pas. Donc c'est déjà une troisième série qui est en commun avec Skalgard et Morgil, hein. C'est d'ailleurs la troisième BD, la troisième série de bande dessinée de Skalgard. Les deux premières, c'était Un secret bien gardé et Héritage, que je ne connais absolument pas. Morgil, par contre, elle a pu d'abord exercer plutôt ses talents de coloriste pour différentes séries. Donc j'ai noté par exemple Chimère 1887 et Nemrod. Et ensuite elle a eu la chance de dessiner aussi L'Ordre d'Avalon avec Izu et Entre Chien et Loup avec Florence Porta. Florence Porta a illustré a fait Sentai School et illustré aussi des pochettes du Donjon de Nullbug, des CD. Donc voilà pour les auteurs, donc deux jeunes auteurs dans le monde de la BD. Hop, tac, voici quelques images. Pardonnez-moi, elles sont un petit peu floues. Pour les récupérer, j'ai dû aller les chercher sur la page Ulule, puisque c'est une bande dessinée qui a été financée via Ulule. J'ai aidé ces auteurs justement. Donc voilà, les pages sont un petit peu plus floues, je suis désolé. Donc très souvent, l'écriture d'une chronique, d'un avis sur une bande dessinée, c'est simple, hein, c'est facile d'identifier ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais des fois, c'est plus compliqué. L'instar, par exemple, du mois précédent, la trilogie Nicopole, et ce dévoreur du temps, il se situe aussi dans cette catégorie. En gros, globalement, j'ai apprécié la lecture. Voilà. Pourquoi c'est plus compliqué parce que dès que j'y réfléchis un petit peu pour qu'est-ce que j'ai aimé, je vois les défauts. Il y a plein, voilà, c'est une bande dessinée, les auteurs sont assez jeunes, je vois plein de défauts, mais j'ai aimé, donc bon, ça m'embête un petit peu. Donc je vais forcément vous évoquer ces défauts. Je trouve que l'histoire va un peu trop vite, elle est un peu trop rushée. C'est tout de suite
voilà, c'est une quête. Il y a des rencontres qui sont inattendues, des fois un petit peu sorties du chapeau, avec des événements, enfin, ouais, un petit peu à la Star Wars. On est plutôt dans la mythologie scandinave, donc Star Wars, on est à des années-lumière, mais dans certaines choses, bah, on retrouve des thèmes communs. Faut le lire pour comprendre, je vais éviter de spoiler. Euh, voilà, globalement, ça fait l'histoire, c'est le héros, son voyage, il fait des rencontres, salut, on est là, attends, on va t'accompagner. Donc, sans trop de raison, ça c'est un poil dommage. Les personnages sont assez peu développés, hormis un seul qui a le droit à quelques pages de flashback, hein, 2-3, ça ne pas beaucoup. Il manque aussi, il y a vraiment une scène autour du feu où chacun se raconte un petit peu son histoire, où les personnages font connaissance. Ça, il nous manque en tout cas cette information. Si eux le font, bah on le voit, mais enfin, si on sait qu'ils se disputent entre eux, mais hors bande dessinée. Je trouve ça un peu dommage. Effectivement, on le devine avec des images, mais c'est tout. J'aurais bien aimé avoir 2-3 pages, presque sur chaque personnage, plutôt que sur un seul. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah non, ouais, si, j'ai aimé la lecture, et puis en plus, voilà, j'ai aidé des jeunes auteurs à se lancer, parce que voilà, on a quand même un ouvrage assez conséquent. Si, un point quand même positif aussi, hormis le fait que j'ai aimé le découpage, je le trouve vraiment très réussi, et en plus, bah, vu que j'ai financé la bande dessinée, j'ai le droit à une jolie dédicace sur cette page-là, en noir et or. Voilà, j'aime bien les dédicaces, c'est toujours cool. Donc voilà pour le dévoreur du temps, donc c'était sur Ulule, je pense que ça peut encore être trouvable si vous contactez les auteurs, soit via la plateforme, soit via d'autres moyens, genre BDTech, comme ça vous pourrez pouvoir les retrouver via les réseaux sociaux. Allez hop, une dernière fois. Hop, et on va passer à la suite. Et on va revenir sur les terres d'Aran, hein, parce que bah, on en a jamais assez. Hein. Un seul volume ce mois-ci n'était pas suffisant. On en rajoute un deuxième et un troisième plus tard. Donc, pour l'histoire, donc c'est le tome 20, hein, c'est Kobo et Mythe. Mythe, si vous avez lu les terres d'Aran, si vous suivez assidûment cette chronique et le hors-série qui avait été associé, Mythe, vous le connaissez, puisqu'il est apparu dans le tome 2 de la série Orc et Gobelin, hein, c'était lui qui tenait la scène de cette bande dessinée, et donc il est de retour, mais cette fois-ci ça va être pour aider, hein, monnaie en finance bien entendu, l'Orc Kobo. L'Orc Kobo qui était un orc qu'on avait vu dans le tome 12, mais moi qui ne m'avait absolument pas marqué à ce moment-là, il était là. J'ai été voir, hein, effectivement il est là, mais voilà, il a fait coucou. Il a une part parce que voilà, Kobo est poursuivi par des mercenaires, donc Mythe va l'aider à s'en sortir, parce que Kobo a une particularité que je ne vous dirai pas. C'est juste qu'il attire des convoitises. Alors donc, au scénario, on a Sylvain Cordurier. Sylvain Cordurier, c'est un habitué au monde d'Aquilon, puisque c'est le 7ème album auquel il participe. Il avait fait déjà 6 tomes d'Orc et Gobelin, un de Mage. J'avais donc parlé déjà du tome 8 de Mage, et j'avais parlé du tome 7 du tome 16 dans la chronique BD. Petit rappel quand même de ce qu'il a pu faire d'autre en dehors. Je le connais pas par cœur, je lis. Il a fait de la SF avec Archiborea, de la fantasy sur les maîtres inquisiteurs et Ravermoon, et Sherlock Holmes. Dans le Sherlock Holmes, ça fait un petit peu de fantastique. Pour Bojan Vukic, pardon pour son prénom pour l'avoir écorché lamentablement, on a aussi fait cet album dans dans les mondes d'Aquilon. Et en dehors de cette série concept de chez Soleil, j'avais noté le retour de Dorian Gray, une bande dessinée sur les grands anciens, et tout récemment, là, ça a dû sortir en début d'année, même peut-être ce mois-ci, Les élus de Swarga, une bande dessinée avec des orques. Ou des gobelins, je sais pas la différence entre les deux, j'ai juste vu la couverture. Hop, voici quelques dessins. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce volume 20, c'est qu'on revient en fait à des vraies fabules. Enfin, surtout Mythe. Cette série nous en proposait au début et il avait un peu lâché l'affaire. Il nous proposait plutôt des vieux. Il a proposé beaucoup de vieux pendant un temps. Bon, maintenant, ça y est, là, on revient à un petit salopard.
Donc bah voilà, il y a un duo qui fonctionne, hein, ça fait presque buddy movie puisqu'on a Mythe, le parleur, hein, il parle beaucoup, et à côté on a Kobo qui dit pas grand chose. Donc ça c'est un petit peu rigolo, qui dit pas grand chose mais qui tape. Voilà, bon, il y a un petit peu d'action tout au cours du récit, hein, mais c'est pas ce qu'on va retenir de l'album, finalement c'est le voyage qu'ils entreprennent entre les deux et les discussions qu'ils peuvent avoir sur, sur tout le long sur tout le long de cet album. Et donc bah, j'ai bien aimé la fin, donc voilà pour ce tome 20, hein, on va rester reste dans du classique, hein, chez les mondes d'Akilon. Voilà pour le tome. Et on passe à la suite, et la suite, qu'est-ce que ça va être? Oh oui, le tome 65, oui, et 66 de Kingdom. Kingo d'amour en japonais. Ouais, 65-66. Je vous avais parlé du 63-64 quand il était sorti. Là, bah, maintenant, on en a deux en plus. Parce que toujours par deux, ils sortent. Hein. Ni plus, ni moins. Enfin, si, avant c'était par 4. Maintenant, c'est par deux. Donc, pour rappel, cette série raconte l'unification de la Chine par Qin Shi Huang, Heisei dans le comic, dans le manga. Donc ça se passe en 230 avant Jésus-Christ et nous on va plutôt suivre un jeune soldat qui va gravir des échelons. Donc maintenant il est quand même un petit peu moins jeune et un peu moins soldat, hein, plutôt général. Voilà, c'est le seul manga de l'auteur que je connais, hein. Je vais vous remettre quelques dessins. Je vais passer assez rapidement parce que on est quand même au tome 66. Ceci dit, dans les mondes d'Aquilon, on en est au tome 90-92, quelque chose comme ça, et bon, j'y passe un peu plus de temps. Ça va juste me permettre de faire un petit aparté sur le manga, hein, parce que je trouve que cette série, on atteint un petit peu les limites du format manga, du format surtout hebdomadaire, puisque Kingdom est une série qui est publiée chaque semaine dans je ne sais plus quelle revue de manga. Et c'est une série qui est prévue pour durer des années. L'histoire elle est étirée, mais voilà, la tartine elle est beaucoup trop grande et on a vraiment une petite noix de confiture, ou une noix de beurre plutôt. Donc oui, au cours de ces deux volumes là, on évolue, l'histoire elle progresse et tout, on avance même plutôt bien. Mais là on en est quand même au tome 66. On parle de l'unification de la Chine et là il n'y a aucun pays, il y a 7 pays en tout. Hein. C'est Qin qui va conquérir les 7 pays, c'est mieux, avec 7 doigts c'est mieux. C'est Qin globalement qui va conquérir les 6 autres territoires. Hein. Alors là je spoil, hein, je suis désolé, j'ai spoilé l'histoire en moins 220 avant Jésus-Christ. Désolé, en plus, pas mal non plus. Bon, désolé. Mais voilà, là on est au top 66. Le nombre de pays conquis c'est 0. Voilà, bravo. On est très très loin de la fin. Voilà, ça c'est le petit reproche. C'est le reproche que je fais à la série. Maintenant, ça reste une très bonne série. Et dans ce style, si vous aimez ce style-là, vous pouvez y aller dans Kingdom, il n'y a pas de problème. Voilà donc pour les tomes 65 et 66 de Kingdom. J'aurais parlé du 67-68, je dirais la même chose. Hein. On verra ça dans 6 mois. Allez, tac. On va passer à Hellboy, le tome 17. Ouais, 17 tomes aussi. Je vais resituer un petit peu Hellboy, puisque Hellboy c'est quand même un personnage qui est apparu en 94. Les premières images c'était en 96, mais bon, c'est 94 la première bande dessinée Hellboy, complète en tout cas. Hellboy c'est un démon, enfin, un enfant venu des enfers, qui est arrivé sur Terre en 1944. Il a été invoqué par Rasputin, oui le Rasputin des Russes, accompagné des nazis, et c'est les Américains qui l'ont récupéré. Et les Américains qui le récupèrent, c'est surtout le Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal, le BPRD, et c'est au sein de cette, j'allais dire entreprise, mais non, de ce bureau, qu'il va grandir très rapidement et ensuite avoir différentes aventures. L'histoire d'Hellboy commence vraiment dans la bande dessinée en 92 et c'est terminé en 2020. L'univers Hellboy est en théorie terminé. Voilà, 2020, l'histoire s'arrête, le Hellboyverse c'est terminé. Maintenant, s'il y a des histoires en plus, c'est autre chose. Et s'il y a des histoires, et par contre, entre 44 et 92, Hellboy a vécu plein d'aventures, il y a eu plein de choses qui ont existé. Et du coup,
bah, on peut en raconter plein d'histoires sur Hellboy entre ces deux périodes. Et d'ailleurs, ils en racontent plein d'histoires sur Hellboy entre ces deux périodes, dont ce tome 17. Voilà, Hellboy s'est terminé au tome 15 de mémoire. Je regarde ici rapidement. Non, c'est le tome 13, l'ultime tempête, le dernier, pour moi le dernier volume d'Hellboy. De la série principale, c'est le tome 13. Après, il y a eu d'autres séries, Hellboy en enfer, BPRD, et puis BPRD, Enfer sur Terre, enfin... On vous ferait sans doute un hors-série un jour sur Hellboy. Donc, je ne vais pas trop rentrer, on est déjà beaucoup dans le détail, je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, là, ce tome 17 se passe en 1988. Hellboy et son acolyte Hepsapien, hein, c'est un homme poisson, un homme grenouille, ouais, pour faire simple. Ils débarquent tous les deux en Norvège parce qu'il y a en Suède, pardon. Il y a un cadavre d'un homme foudroyé qui a été retrouvé avec un marteau à côté de lui. Étrange, qu'est-ce que c'est, tout ça, on ne sait pas. Il faut lire l'album. Derrière la création du personnage, on a Mike Mignola. Pour faire court, c'est un auteur qui a commencé à dessiner chez DC et Marvel. Mais voilà, c'est le personnage de Hellboy qui l'a fait passer dans la postérité. Il a un trait de crayon qui est assez particulier, avec des aplats de couleurs et de noir surtout. Le noir est très important. Voilà, maintenant malheureusement je trouve qu'il a lâché les crayons sur l'univers depuis trop longtemps. Il était revenu pour Hellboy en enfer un tout petit peu, voilà, sur ces deux volumes, et après derrière c'est trop ponctuel, quelques couvertures, mais je crois qu'il a une série prévue qui n'aura rien à voir avec Hellboy, donc elle est prévue dans quelques mois, je crois. Derrière aussi on a Christopher Golden. Christopher Golden, c'est un auteur de romans à la base qui avait écrit le roman justement Hellboy, les eaux des géants, puisque ce volume-là est une adaptation d'un roman. Donc Christopher Golden, il est connu, d'ailleurs il manque un R dans son nom en bas. Il est surtout connu, Christopher. Non, il manque rien. Donc je vais y arriver, il est connu pour les amateurs de Buffy, pour avoir écrit les romans sur l'univers Buffy, hein, c'est vraiment les profanes de Buffy à mon avis qui connaissent bien tout ça. Et Matt Smith, le dessinateur, en France, on le connaît surtout à travers ses travaux indépendants sur Folklore, Lac de Feu ou Astronaut in Trouble. Voilà quelques images, hein. Donc pour détailler un petit peu son style graphique, c'est de Matt Smith. C'est son style graphique, mais il reprend un petit peu les codes de Mike Mignola avec ses aplats de noir. Le noir est très important et là on le voit, on voit bien tout ça, donc ça ne dépayse pas trop par rapport au trait de Mignola. J'ai quand même eu un problème à faire cette chronique, à écrire en tout cas cet avis, c'est qu'Hellboy, j'en suis fan. D'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu dans la présentation du personnage, je commençais à partir dans tous les sens, hein. C'est aussi pour ça que je veux faire un hors-série, c'est que j'adore le personnage d'Hellboy. Quand le dernier volume, enfin le vrai faux dernier volume, le 13, est sorti, je me souviens l'avoir lu, je suis rentré chez moi, puis je suis arrivé, je fais... C'est fini, parce qu'à ce moment-là, l'histoire était censée se terminer. C'est jamais vraiment fini dans l'univers Hellboy. Mais à ce moment-là, à la fin du bouquin, je me suis rendu compte que, ouais, c'était fini. Hellboy était terminé, et là, toute la soirée, je me souviens d'y avoir pensé et tout, ça m'avait bien marqué. Mais voilà, Hellboy finalement c'est pas fini parce qu'il y avait d'autres volumes qui sont sortis depuis. Donc voilà, par rapport à mon degré de fanitude, je peux pas être objectif. Maintenant, dans une chronique, est-ce que je peux l'être? Non, impossible. En tout cas, ce tome 17, il réunit vraiment tout ce qui fait celle d'Hellboy. On a vraiment de la baston, parce qu'Hellboy, il tape. Là, il a un marteau en plus maintenant pour taper sur les gens. Et il tape pas sur les gens, il tape souvent sur des créatures issues, là, en l'occurrence, c'est issu du folklore local, mais c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les différentes histoires d'Hellboy, hein. Il a affronté, Hellboy a été en Afrique, au Mexique, et au Mexique, il a affronté des catcheurs mexicains, en Afrique, il a un peu le folklore africain qui est venu s'en mêler. Au Japon, pareil, il y a des histoires qui se passent en France, tout s'est mélangé, il y a vraiment un gros gloubi-boulga de folklore dans Hellboy, et c'est vraiment cool. Voilà. Ça, ce volume 17, justement, est presque une bonne porte d'entrée pour découvrir Hellboy. C'est pas très long à lire. Vous partez pas sur une histoire qui va s'étendre sur
des tomes et des tomes, hein, c'est un one-shot. Vous pouvez vraiment commencer par celui-là pour découvrir le personnage. En termes d'adaptation, par rapport au roman d'origine, je n'ai pas lu le roman, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien adapté ou non. En tout cas, le récit se suit excellemment bien dans ce tome 17. Excellemment. Vous avez vu, hein, je me place très très haut. Non, ça suit bien. Et donc en plus, j'étais quand même super content de retrouver le personnage, hein, même si c'est fini, hein, je suis toujours content de retrouver mon Hellboy. Enfin, le mien. Hellboy. Allez, tac, Hellboy, c'est fini, et on va passer. Revenons quelque chose plus terre à terre, hein, une histoire un petit peu plus. Un peu. Ouais, c'est moins joyeuse aussi, hein. Je peux pas dire grand chose, hein, si c'est joyeux ou non, parce que ce serait spoilé. Mais c'est plus terre à terre, moins fantastique, avec La femme à l'étoile de Anthony Pastor. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, dans le nord-ouest des États-Unis, hein. On a deux âmes abîmées par la vie, un homme et une femme, qui se retrouvent au cœur de l'hiver dans une ville abandonnée, hein. C'est une ville minière qui a été abandonnée à la suite de la ruée vers l'or, hein. Il n'y avait pas d'or dans le coin, donc les gens sont partis. Et ces deux personnes sont un peu poursuivies par d'autres personnes, etc. Et ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur vie. Donc, l'auteur Anthony Pastor, comme finalement assez souvent, je me suis aperçu, il n'a pas fait que de la bande dessinée. Il a fait un détour d'une dizaine d'années par le théâtre, dans la conception du théâtre, hein, pas en tant qu'acteur. Et ensuite, il est revenu à la bande dessinée avec Hôtel Choral et War, qui, ce deuxième, était dans la sélection officielle à Angoulême en 2011. Voilà, quelques images. Alors, je sais pas trop pourquoi je suis allé vers La femme à l'étoile. Enfin si, un petit peu, le titre et la couverture. Une couverture comme ça, j'adhère. Parce qu'en fait, les dessins, moi j'accroche pas les dessins, c'est vrai que c'est beaucoup de monochrome. Enfin c'est que du monochrome d'ailleurs, hein, c'est sur les tons bleutés, ce qui correspond bien à l'hiver. On a quelques séances de rêve qui sont justement, comme là vous pouvez voir, plutôt rouges. Ça va très bien avec l'album, avec ce que ça raconte, il n'y a aucun problème, mais j'accroche pas les dessins. Ça, c'est partout. Mon avis, hein, chacun, pour ça que je parle très peu des dessins, c'est que ça dépend vraiment des sensibilités, et j'y connais pas grand chose en dessin, donc je veux jamais trop critiquer, mais j'en parle quand même de temps à autre. Quand même. Tant qu'à faire, je fais ce que je veux aussi, en même temps c'est ma chronique. En tout cas pour l'achat, là, même si je l'ai prise un peu au hasard, vous faites absolument pas une seule seconde. Les westerns, généralement j'aime bien. Là c'est un western enneigé, ça change un petit peu des grandes prairies sableuses. Il y a tout au long du récit, il y a une montée en tension qui se fait, et à aucun moment j'ai pu deviner la fin, donc ça c'est quand même plutôt bien. Je me suis posé la question de comment ça pouvait finir. Des fois on dit ça ne pourra pas finir bien, ça va finir de telle façon. Là non, je me demandais comment ça finissait, mais sans avoir de solution. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai découvrir tout ça. Enfin en même temps, même si ça vous intéresse pas, je vous laisserai découvrir ça. C'est pas moi qui vais vous le dire en tout cas. On a au niveau des personnages, certains sont un petit peu caricaturaux, surtout au niveau des antagonistes. Mais voilà, ça ne gâche en rien la lecture. Donc si vous êtes amateur de western, vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de cow-boy et d'indiens. C'est pas que ça les westerns, c'est aussi autre chose. Et on est aussi très loin des westerns spaghetti. Je rappelle que les deux personnes n'ont pas eu trop de chance dans leur vie. Ils ont quelques petits traumas. Voilà pour La femme à l'étoile, qui est publiée chez Casterman. Et qui a eu le soutien du Centre national du livre. C'est écrit derrière. On va passer à la suite. Et on va repasser. Et on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin non, on va rester aux États-Unis, mais pas éviter. Mais pas les auteurs. Enfin, les auteurs sont américains. Sont américains ou pas? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça c'est publié aux États-Unis, pas l'autre, mais l'autre se passait aux États-Unis. J'essaye de suivre. Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui font des chroniques et ceux qui disent des conneries sur le chat. Et coucou chef Maxime, merci de passer. Et voilà, effectivement. Effectivement. Après, je dis aussi des conneries dans la chronique. Tu m'en fais dire aussi. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de retard, il y a une VOD qui est possible. Mais
Du coup, t'as pas pu dire des bêtises avant. Tu as acheté une table, c'est toujours pratique les tables hein, pour faire plein de choses dessus, comme manger. Et poser aussi des bandes dessinées qui sont en attente de lecture, comme celle-ci. Donc, parlons de Captain Marvel et repousser ses limites. Toutes les limites, pardon. Et d'ailleurs, on pouvait même voir, tiens, ça m'a fait marrer, donc la blague, quand on la raconte, elle est beaucoup moins drôle, mais on peut même voir le S qui a dépassé le cadre. Et donc, j'aime bien le repousser toutes les limites, et pouf, j'ai dépassé le cadre. Voilà, merci, je me fais des blagues tout seul. C'est une table pour manger dehors. Bon, bah oui, là, tu vas pouvoir manger dehors. On évite de stocker les bandes dessinées dehors, c'est mieux. Et là, je m'aperçois que j'ai le chat en plein milieu du front. Faudrait que je change ça un jour. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je me le dis, que je le fais toujours pas. Mais bon, je ne vous raconte pas l'histoire de ce Captain Marvel en attendant. Dans Captain Marvel, il y a un caisson extraterrestre, enfin qui contient une extraterrestre qui est arrivée sur Terre, et ça va pousser Carol Danvers, Captain Marvel, à investiguer sur l'origine de la capsule. Le chat, c'est juste les petits doigts dans ta tête. Oui, mais j'en ai déjà plein, j'en veux pas d'autres. Si tu existes, parce que tu parles aussi sur un autre chat, je t'ai déjà vu parler sur un autre chat, sur un Discord même. Donc je sais que tu existes. Donc, les auteurs, on a Kirishu de Konik. C'est une scénariste qui a commencé donc à la base aux États-Unis par la traduction de manga en anglais. Je crois qu'elle a fait Shaman King aux États-Unis. Et depuis 2004, elle a fait un parcours dans le comics où elle aussi entre Marvel, DC, l'indépendant. C'est classique quoi du coup. Donc d'ailleurs en indépendant je note Pretty Deadly qui était super bien, qui a été édité en France, uniquement le tome 1, on n'aura jamais la suite, ni tome 2 ni tome 3, et aux États-Unis le tome 4 et dernier tome, bah, on attend encore. Il y a aussi Beach Planet, je crois que c'était assez cool, qui a été publié en France aussi, mais je n'ai pas lu. Et plus tard, dans l'année, on va avoir Wonder Woman Historia, qui a eu un Eisner Award cette année, l'année dernière, qui est fabuleux, mais on en reparlera. Surtout fabuleux sur la partie graphique. Elle est aussi très présente sur la place des femmes dans le monde du comics. Elle est pas une porte-parole justement de ça. Et on a l'espagnol David Lopez qui a commencé chez DC Comics où il a pu dessiner 2 séries, Fallen Angel et Catwoman. Et plus tard, il est parti chez la concurrence où il a fait du Hawkeye, il a fait du Captain America ensuite pour ses travaux vraiment les plus notables. Allez, c'est parti. Les images. Les Lopez, c'est pas des Espagnols. Ah bah là, en l'occurrence, c'est un Espagnol. Je connaissais pas trop l'héroïne, donc j'espérais un peu en apprendre plus sur sur elle justement et son caractère au travers de la BD. C'est quand même plus ou moins raté pour connaître. Maintenant, c'était dans la collection dont j'avais parlé le mois dernier avec Jessica Jones, les héroïnes Marvel. Donc c'est au format petit prix 7 €. Donc pour découvrir, c'était quand même, ça pouvait être intéressant. Et voilà, j'ai quand même passé un bon moment avec cette bande dessinée. Par contre, je trouve que les guests dans cette BD prennent place justement pour découvrir l'héroïne, pour découvrir Carol Danvers. Les enjeux et l'histoire sont quand même à échelle galactique. En plus, on rajoute une autre équipe, enfin d'autres personnages qui viennent font faire une équipe avec Captain Marvel. Donc il y a beaucoup de choses à raconter et il y a trop de personnages. Et donc du coup, il y avait trop de personnages avant. Donc beaucoup de choses à découvrir, pas assez de place. J'aurais bien supprimé toutes les parties avec les gardiens de la galaxie qui apparaissent à un moment. La partie sur Terre dure un peu trop longtemps, hein. On trouve du Captain America, Iron Man, on voit sur cette case là aussi. Bon, ça dure peut-être un peu trop longtemps. Un peu trop de personnages comme dans ta tête. Oui, par exemple. Voilà, c'est vrai. De supprimer un peu toutes ces parties, ça aurait pu prendre plus de place pour développer l'histoire. Voilà. Maintenant, on a toujours une histoire qui est agréable à suivre et puis on voit une héroïne qui est quand même très fidèle à ses convictions. Mais pour moi, on va pas assez loin avec elle. Voilà ce que j'ai à dire sur Captain Marvel. Maintenant, la collection Marvel, les héroïnes Marvel est toujours disponible, je pense. Hein, et ça fait 7 €, donc c'est des personnages qui vous intéressent, vous pouvez y aller.
même ils ont surfé sur l'actualité, et la plupart sont des personnages que vous avez déjà vus, soit au cinéma, soit à la télévision, ou dans des séries. On va au fin fond de l'espace, et c'est toujours pas assez loin. Bah si, justement, c'est loin, il y a tout plein de personnages, il y a tout plein de peuples, civilisations, enfin de nouvelles civilisations. C'est comment dans Star Trek? C'est... Ah mince, pourtant je l'ai entendu un paquet de fois. T'as dit on va pas assez loin. Oui, on va pas... Oui, oui, j'ai dit on va pas assez loin. Oui, mais rebondis pas sur tout ce que je dis aussi. Hein. J'improvise des fois je dis n'importe quoi. Souvent. Donc voilà, bon, voilà, blablabla, j'écoute plus. Enfin, je ne lis plus. Si, je vais lire encore en plus. Enfin bon, voilà, pour Captain Marvel, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Baf, voilà. Ça, c'est de la conclusion. Allez, passons à la suite. Et pour le 3e et dernier volume de ce mois-ci, Dans les mondes d'Aquilon, avec Orkigobla, tome 21. Ouais, le roi de la tradition, ça c'est balèze. Donc oui, j'avais présenté le tome 20, maintenant on fait le tome 21, hein, c'est ça, sauf que celui-ci, il s'inscrit dans le... dans le crossover, dans le grand event des Gardaran, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a ce sous-titre, Gardaran. Et donc, il est intitulé Orac. Orac, c'est cet orque rouge. Oui, c'est un orque rouge. Vous comprendrez pourquoi en lisant. Donc Orac vit tranquillement avec sa famille, isolé du monde des hommes, mais bon, bah, il y a la guerre hein, qui est là, et du coup, bah, la guerre, elle vient toquer à sa porte. Coucou. Je ne vais pas répéter qui est Nicolas Jarry et Jean-Luc Istine, parce que Nicolas Jarry, je l'ai déjà fait aujourd'hui, et Jean-Luc Istine, je l'ai fait très souvent. Et Alina Yerofieva, bah, je vais vous en parler en espérant que c'est elle, puisque les seules traces que j'ai trouvées, c'est surtout dans des comics, soit des comics publiés en Ukraine, puisqu'elle est ukrainienne, soit aux États-Unis, qui ont aussi été publiés aux États-Unis. Donc je suppose que c'est la même, surtout au niveau du trait de dessin. D'ailleurs, j'ai un truc à dire sur les mondes d'Aran, faudrait penser à laisser mon magasin tranquille, ça commence à déborder sur le rayon manga chez mon fournisseur. J'adore. Non mais mine de rien, j'adore quoi. Ouais, il y en a vraiment beaucoup et ça prend énormément. Par contre, voilà, ça prend énormément de place dans les linéaires. 90 albums. Et du coup, bah, quand c'est sur les étagères, même pas sur les étagères, sur les devantures, bah ça, on peut pas mettre les autres albums sur les devantures. C'est aussi pour ça que j'ai parlé hein, des autres éditeurs en intro, hein, de Kamiti et de Valiant, d'aller les soutenir via Ulule. Donc pour Alina Yerofieva, cette ukrainienne, ce que je pense avoir retrouvé. Pour moi, elle a fait les comics Plague Doctor, Exlibrium ou Alias ou Arise chez Bubble. Et ensuite, elle a fait un passage sur 2 single issues de Captain America, pardon. Captain Marvel, c'est ce dont je viens de parler juste avant. Et elle a participé aussi à Women of Marvel. Tu disais en début d'après-midi, j'ai pensé en toi en voyant des tomes des mondes d'Aran dans le rayon manga. Eh ben oui. Oui, tu peux aussi penser à moi en voyant le rayon manga en disant tiens, les bandes dessinées, les mangas, les comics, Ulora nous en parle souvent ça, une fois par mois même. Et oui, les mondes d'Aran, oui, je les ai tous lus, bah, je vous en parle, hein, c'est le but de la chronique. Et surtout, pourquoi je vous en parle, c'est parce que, mais quelle histoire. Alors, je suis désolé pour les images, les seules images que j'ai trouvées, c'est des photos, et on peut voir que les photos, je suis vraiment un gros naze en photo, puisqu'il y a un énorme rond lumineux au plein milieu, je l'ai vu, hein, et puis j'ai fait, bon, c'est bon, ça passe, et puis en fait, ça passe pas tant que ça, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, quelle histoire les amis. C'est sans doute franchement une des meilleures de l'univers d'Aran, pardon. L'univers de l'univers, hein, non, l'univers des mondes d'Aran, des mondes d'Aquilon, hein, on va rester plutôt centré dans les mondes d'Aquilon. Donc le but de la chronique c'est la pub pour les mondes d'Aran, et on parle un peu d'autre chose autour pour pas que ça se voit trop le placement de produits. Mais je touche rien, c'est ça le problème, et non franchement, non, parce que si tu reprends l'intro, tu verras que je parle de
de 2 financements participatifs sur Ulule, Bestial de Kamiti et les intégrales des mondes, des mondes de l'univers Valiant qui vont être réédités si ça atteint le minima, le financement du coup. Donc j'en parle et je parle d'autre chose. Je ne peux pas que parler des mondes d'Aran. Non, non, non. Bon, effectivement, là sur 12 albums ce mois-ci, hein, il y en a 3. Ce qui fait quand même 25%, c'est pas mal. Donc, oui, celui-là en plus il est super bien. Donc l'histoire déjà, là elle prend le temps de nous présenter qui est Aurak et sa famille, une bonne quinzaine de pages. C'est toute la mise en place, et une fois qu'après l'histoire elle part, bah voilà, les enjeux sont simples, ils sont efficaces, ça fonctionne. On se plaît à suivre justement cet orc et les personnages qu'il va rencontrer dans son périple, dans son histoire. La conclusion, elle est nickel, elle est parfaite au vu de tout le récit. Peut-être un poil abrupt concernant des personnages secondaires, hein, mais je peux pas en dire trop. En tout cas, et aussi pour un premier pas dans la bande dessinée française, Alina Yerofieva, elle a fait un super taf, elle a un super coup de crayon, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le tout premier, sur Les Terres de Gone, le tome 2, où le trait de crayon a un peu changé. Enfin, j'ai noté un changement sur le trait de crayon. Là, je vois aussi le trait de crayon différent de Yerofieva, et c'est vraiment waouh. Ouais, j'adore et j'aimerais bien revoir Alina Yerofieva dans d'autres bandes dessinées, dans les mondes d'Aquilon bien sûr, mais ailleurs aussi. Ça, ce serait vraiment bien. Une fois que toute la famille est mise en place, on tue tout le monde. Ah non, c'est dans Game of Thrones ça. C'est dans Game of Thrones et c'est effectivement une facilité scénaristique. Et ce qu'elle a lieu dans ce tome 21, bah vas-y chef Maxime, t'achètes plein de mangas là, hein, paf, monde d'Aquilon, en plus des fois ils les sortent en package, vas-y, fonce. Mais bon, effectivement, je vais finir celui-là et je ferai mon aparté que j'ai déjà fait en plus plusieurs fois. Donc oui, pour finir, c'est vraiment aussi un des plus beaux albums de la collection. C'est aussi du coup le premier tome qui s'inscrit dans le crossover, mais qui ne fait donc les Guerres d'Aran, mais qui ne fait pas partie de Guerres d'Aran. Donc j'étais curieux de savoir comment l'histoire allait être racontée. Et en fait, bah, finalement, on reste sur du one-shot, sur le format one-shot, et ça c'est agréable. J'aime beaucoup. Après voilà, je pense qu'on va revoir quand même quelques personnages, je ne peux pas dire lesquels, dans la série, dans le crossover. Et l'aparté que j'ai déjà fait, c'est toujours qu'on me reproche, oui, le manga c'est pas cher par rapport à une bande dessinée et tout, sauf qu'une bande dessinée, en 6 volumes, c'est souvent terminé. Alors que le manga, bah, l'a fait juste avant, hein. Il y a eu Kingdom, 66 tomes, One Piece, 104, My Hero Academia qui arrive juste après, 35. Bah finalement, 6 tomes, ça sert quand même moins cher toute une collection de mangas. Mais ceci dit, pour les mondes d'Aquilon, plus de 90 volumes à entre 14,50€ et 17€, 16,95€, peut-être ouais, 16,95€ je crois au max, et bah fois 90, quasiment fois 100, et bah voilà, il a quand même pour 1500 balles si on veut faire toute sa collection. Donc, d'où l'utilité de cette chronique BD en disant ah celui-là il est vachement bien, celui-là m'intéresse parce que j'aime bien les elfes bleus ou les elfes rouges. Le tome 21, mais il en a parlé, il m'a dit que c'était bien, donc hop, lisons-le. Voilà, vous pouvez piocher aussi comme ça, ce sont des one-shots. Faut pas oublier ça. C'est les elfes, où là par contre ce ne sont pas des one-shots, il vaut mieux suivre toute une famille. Tous les elfes bleus, tous les elfes noirs, vous pouvez suivre tous les elfes noirs sans aucun problème. Surtout que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai sans aucun problème. Mais ouais, mais 104 One Piece à 5,60 et sur 25 ans. Non, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Si tu le fais One Piece sur 25 ans, si tu commences One Piece aujourd'hui, bah ça te fait quand même 500 balles à débourser. Bon, ça en fait 1500, hein, je suis d'accord. Voilà, et là d'ailleurs ils sortaient des coffrets One Piece pour les ranger, là ils ont fait tout le premier cycle, là je crois qu'il y a la Bata qui vient de sortir, sauf que bah ils te sortent juste la boîte, le prix du One Piece c'est au même. T'as acheté le tome 1 en francs. Bah ouais, effectivement il y a 25 ans, ça c'est beau quand même, de dire on a des bandes dessinées qui étaient en francs. J'en ai.
Enfin, des mangas en franc entier j'en ai, mais la série est terminée depuis très longtemps. C'était Yu Yu Hakusho. Passons à la suite. J'ai oublié d'allumer une lumière et ça se voit. La suite, sauf que je n'ai pas fait la transition. Tchouf. Et voilà la suite. Et le tome 35 de My Hero Academia qui est sorti ce mois-ci. Donc pour vous résumer l'histoire là, globalement c'est baston. Voilà. C'était en amour. Et l'auteur Kohei Horikoshi, c'est toujours lui qui est depuis le début sur cette histoire. Et on parle de séries qui ne se terminent jamais, mais My Hero Academia, il est temps que cette série se termine, puisque l'auteur, a priori, commence à avoir quand même quelques petits soucis de santé. C'est aussi le problème des auteurs de manga, à sortir chaque par semaine, ça, il se ruine la santé. Donc là ça va, heureusement pour lui, on approche de la fin. Quelques images. Tu as du mal à entrer dans My Hero Academia. Et je te rejoins complètement, il faut passer les 2 premiers volumes. Enfin, les premiers volumes. Je sais plus si c'est les 2 premiers, car le héros chouigne beaucoup. Il pleure beaucoup, il passe son temps à pleurer, mais une fois qu'on a passé ça, ça devient sympa. Le tome 34, souvenez-vous, j'avais trouvé qu'il était génial avec l'arrivée de Star and Swipe, qui était fantastique. Bon, le soufflet est retombé dans le volume 34 aussi, et là il repart tout doucement, puisqu'on approche du climax. Là, ça y est, la fin du manga, et là c'est la rose baston. Sauf que la rose baston, il y en a de partout. Partout. Ils sont partout. Donc du coup, on suit toutes ces bagarres, mais il n'y en a aucune qui se termine. Donc on suit, mais on suit pas grand chose. Donc ça c'est le petit souci, mais par contre ça fait vraiment bataille finale. Ça c'est bien, donc là je sais pas si c'est tome 36 ou 37 où l'histoire va se terminer, mais on approche en tout cas de la fin. T'as passé 8 tomes et t'en as eu marre. C'est dommage. Enfin c'est dommage, non je peux comprendre, à un moment je pense que t'as fait le tour du manga à 8 tomes, je crois qu'il pleurait un peu moins le héros. L'histoire a d'autres choses à raconter, mais bon, moi voilà, j'aime bien. Il y a le personnage de Mirko ici qui est cool, mais qu'on voit finalement pas assez. Je voudrais un spin-off sur elle. Putain, je suis en train de dire que je veux un spin-off, et je viens de dire un remot. Oups. Ouais, non, les spin-offs, il y a déjà Vigilante, donc on parle régulièrement. J'ai failli vous en parler le mois prochain, mais c'est pas encore fait. Disons, je ne vais pas dire que j'aime pas, mais c'est vrai, mais elle n'a pas un physique facile. Oui, disons que si tu lis d'autres mangas, il y a un moment, il faut aussi faire des soins. Voilà, exactement. Lis Kingdom, 66 tomes, effectivement, ça fait beaucoup, mais c'est top. Et puis après, oui, il y a d'autres choses, je ne sais pas toi ce que tu apprécies en manga. Après, attention, c'est du shonen, c'est aussi du manga pour adolescents. Moi, maintenant, mon adolescence commence à être un petit peu loin. Il y a des choses que j'apprécie moins, j'aime bien un peu la bagarre, ça va de temps en temps. Mais je peux pas dire non plus que du shonen. C'est pas non plus trop ma gamme. Pas que ma gamme. C'est aussi des seinen comme Kingdom qui est à cheval entre le shonen et le seinen, ou Eden qui arrive juste après. En ce moment, tu es sur Darwin Game que je n'ai pas lu parce que je ne lis pas finalement tant de manga que ça. Donc je vous en parle de pas tant de manga que ça puisque j'en lis pas autant. Si j'ai terminé Crow comme manga, un vieux manga de baston, il y avait eu des films et tout, c'était cool. Mais voilà, je l'ai lu comme ça, un petit peu débeauté sur 6 mois. J'ai dû mettre 6 mois à lire, donc je n'en parle pas. En plus, je l'ai lu de manière pas tout à fait légale. Pas du tout légale. Passons à la suite. Paf. Non, oui, la suite, mais oui, je l'ai pas. Du coup, j'allais prendre une autre bande dessinée, mais non, je ne l'ai pas. Puisque Eden, j'en ai déjà parlé. Et ce Torgal, adieu Aricia. Je l'ai lu en prépublication. Un jour, on fera ensemble la chronique manga d'Ulora et Chef. Et pourquoi pas. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Là, je parle de quelques mangas. Mais je peux très bien les sortir. Et puis finalement, une fois le deuxième vendredi du mois, par exemple, paf, la chronique de Chef et d'Ulora, un manga de Chef et d'Ulora. Moi, je dis pourquoi. C'est toi qui lance l'idée. Moi, je rebondis. Donc, ce Torgal, adieu Aricia. Donc, enfin, Aricia est morte. Youpi! Mais c'est parce qu'elle était vieille.
Elle n'a pas eu une mort tragique, non, non, elle était juste vieille. Et Torgal aussi était vieux. Enfin, il est vieux. Donc, Nidhogg, le serpent, il vient à Torgal, il vient un petit peu l'embêter, le titiller, elle fait t'as vu, elle est morte, t'as vu? Et voilà, Torgal, il est encore pas en train de pleurer, hein. Et du coup, Nidhogg le renvoie dans son passé, quand Torgal est enfant et que Aricia est aussi une enfant. Donc, on a Torgal vieux et Torgal jeune dans la même histoire. Derrière cette interprétation de Torgal, hein, puisque ça c'est hors série, hein, c'est dans Torgal Saga, c'est une nouvelle série, donc c'est globalement Torgal vu par d'autres auteurs. Donc là on a Robin Wright qui est au scénario, au dessin et à la couleur. À la couleur c'est Gaëtan Georges, donc qui est au scénario et au dessin. Donc Robin Wright, j'en avais parlé pour Elric, puisqu'il avait participé au dessin ou au scénar d'Elric, je sais plus lequel des deux. Donc c'est souvent, c'est dire une banalité, c'est un scénariste, dessinateur qui écrit ses propres histoires, ou des fois il se met au service d'autres au dessin. Ouh, vous avez vu un petit peu le... Comme je vous parle de l'auteur, c'est beau. Gaëtan Georges, il a les mêmes initiales que Guy Georges. C'est pas la meilleure des références, hein, faut reconnaître. Donc il a dessiné l'aventure romaine fantastique, le Troisième Testament, et comme d'autres aussi, a priori il y a beaucoup de gens qui sont passés dessus. Il a mis en image les chansons de Johnny, une des chansons de Johnny en dessin. Allez, on va montrer quelques images. Du coup, à chaque fois que je vous ai parlé de Torgal jusqu'à présent, je vous en parlais 2 fois. J'avais pas aimé, hein. Moi Torgal, j'accroche pas, hein. J'en ai lu d'autres déjà des Torgal. Peut-être que je les lirai, hein. Je crois que je dois avoir les 16 premiers volumes, que j'ai même pas lu, je les ai, mais je les ai pas lus, on me les avait donnés. Mais au moins, celui-ci, bah, il m'a plu. Il faut un hommage avec Stanley, avec RR et GG. Stanley, RR et GG. Alors là, je l'ai pas du tout, soit la blague, soit la référence, l'hommage, là je l'ai pas. Robin Wright et Gaëtan Georges, ouais. Mais oui, Peter Parker. Ah oui, Bruce Banner. Ah, ok, oui, effectivement, il se cassait pas trop la tête avec les noms. Ouais. Toujours les initiales doubles. Ouais. Du coup, ça s'en est... Ouais, mais Carol Danvers, ça fonctionne pas, mais c'est pas lui qui l'a créé. Jessica Jones, ça, par contre, Brian Bendis, je pense il s'est basé sur le truc sur Stanley. Powerman, là, Luke Cage, non, ça ne fonctionne pas. On va pas tous les faire non plus. Donc, pour Torgal. Donc oui, ce Torgal, il m'a plu parce que déjà, il est un peu moins doux que les précédents. On n'a pas de « Oh, Aricia me manque, je t'aime, oui, mais moi aussi, je t'aime ». Bon, voilà, moi, ça m'insupportait et j'aimais pas Torgal pour ça. Torgal, là, il est un peu plus dans l'action. Enfin, pas tant que ça non plus, mais voilà, on a vraiment une Stephen Strange. Exact. Non, mais oui. Oui, ça marche. Voilà, on va s'attacher surtout à un trio de personnages, Torgal, d'autres personnages qui vont cohabiter autour de Torgal qui sont passés, Torgal jeune également. Donc on a toute cette histoire là qui se crée. Heureusement Torgal jeune, il est là, mais pas tant que ça, puisqu'il reste un enfant, et moi j'aime pas les gosses, donc heureusement qu'on ne voit pas trop. Reed Richards, putain je le cherchais celui-là aussi comme nom. Je fais attends, Captain Fantastic, Mister Fantastic, comment il s'appelle Piper Potts, Harry Hogan, ouais. Oui, non mais oui. Oui, donc Jessica Jones c'est complètement un hommage. Alors Robin Wright et Gaëtan Georges, je pense que leurs parents ils n'ont pas pensé à Stanley. J'y mettrai pas ma main à couper, mais j'en suis quasiment sûr que Stanley était loin à ce moment-là, quand ils sont nés. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors Wade Wilson, oui si j'allais dire non, c'était dans chez DC Comics là, Deathstroke, mais en fait non, il s'appelle juste Wade.
Enfin, Wade, attends. Ah, mince. Comment il s'appelle Deathstroke? Je crois que c'est un L. Il doit y avoir un head. Ouais, c'était Deadpool. Mais quand j'ai vu Wade ou Wilson, je sais plus, j'ai pensé à Deathstroke. Mais j'ai oublié son nom, Deathstroke. Donc c'est pas grave. Slade Wilson. Ah, non, Slade. Wilson? Non. Mais c'est Slade, oui. Ah, bah, j'ai fait des raccourcis. Slade. Voilà, c'est pour ça. Donc Wade, Slade. En même temps, ils se sont piqués des noms, hein. Regarde. Bruce, il n'y a jamais personne qui s'appelle Bruce. Et ben on a Bruce Wayne. Et on a Bruce Banner. Voilà, qui s'inspire de qui? Bon, voilà, il se pique tous les noms. De toute façon, il s'inspire aussi de tous les. Lex Luthor, Bruce Lane, on fait des LL. Mais je pense que eux ont été faits avant. Ils ont été faits bien avant que Stan Lee crée ces personnages. Je pense. Enfin oui, c'est 38 Superman. Après, quand Lex Luthor et Lois Lane sont apparus, ça je ne sais pas. Pour finir quand même avec son autre adieu à Aricia, juste un petit aparté, moi j'aime quand même bien quand des auteurs différents vont reprendre des personnages un peu historiques. On a donc du coup ce Torgal Saga avec Robin Wright. On a eu récemment aussi La Bête, la reprise du Marsupilami par Didou. Je ne l'ai pas lu, celui-là il faut que je le lise parce que j'aime beaucoup le Marsupilami. On a eu aussi il y a quelques années Mathieu Bonhomme qui a repris Lucky Luke, qui est un volume qui était très bien. Il y a eu une suite que je n'ai pas lue, donc le premier en tout cas était intéressant. Il s'appelait L'homme qui a tué Lucky Luke. Je vous invite à acheter sur cette bande dessinée, c'était bien. T'aimerais relire du Rahan, je n'ai jamais lu Rahan. Donc je ne sais pas, je pense que ça doit piquer un peu les yeux aujourd'hui. Et c'est ce que je disais le mois dernier, il faut aussi savoir s'arrêter avec les vieux, ne pas ressortir de nouvelles séries. Relisez si vous voulez, mais une sortie. On peut relire, mais pas de nouvel album, comme les nouvelles aventures de Bob Moran par exemple. Donc oui, moi j'étais sur les reprises des personnages. On a eu aussi récemment François Schuiten qui a repris de manière assez controversée Blake et Mortimer. Il y a eu aussi, mais ça je vous en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas aimé et puis j'avais pas ressenti dessus. Le Valérian et Laureline ont été repris aussi sur la jeunesse. Égaré dans la vallée infernale, hein, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche du Doc Satan. Ouais, bon, voilà. Donc ouais, ça permet en fait, ces reprises des personnages, ça permet justement de changer, d'avoir une autre approche. C'est pas toujours réussi, hein, mais ça change au moins. Et je pense d'ailleurs ce mois-ci aussi, il y a Qui est ce Schtroumpf donc Peyo qui a été repris par un autre auteur qui nous raconte Qui est ce Schtroumpf. Voilà. Donc bah c'était tout, c'était tout. Quand même 12 volumes, hein, c'est le Schtroumpf coquet. Non, c'est le Schtroumpf inconnu. Eh oui, le Qui est ce Schtroumpf, il s'appelle le Schtroumpf inconnu. Donc bah, ce sera tout pour ce mois-ci, hein. Enfin ce sera tout. 7 albums, 12 albums quand même. Le mois prochain, on aura tout ça, on ira encore dans la mythologie scandinave, hein. J'ai enfin relu plutôt le Crépuscule des dieux. Le Schtroumpf inconnu, oui, c'est le nom du Schtroumpf qui est au sein de l'album Qui est ce Schtroumpf, qui est sorti ce mois-ci. Il a fait un sketch avec les chasseurs, un sketch sur les chasseurs. Alors, je ne sais pas s'il chasse dans Qui est ce Schtroumpf, mais dans Qui est ce Schtroumpf, le Schtroumpf inconnu. Donc déjà, il demande qui est ce Schtroumpf, hein, les autres Schtroumpfs, et surtout qu'il comprend pas ce Schtroumpf. Ça fait beaucoup de Schtroumpf dans une phrase. Hein. Oui, mais bon, les Schtroumpfs parlent le Schtroumpf. Enfin, les Schtroumpfs, le Schtroumpf. Donc bah ce sera tout pour ce mois-ci. Nous on se reverra pour la chronique BD du mois de mai. On se verra au mois de juin et on se verra le 2 juin, si tout va bien. Je crois que je rate aucun vendredi. Tout est bon au niveau des timings. Donc bah, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Cette bande dessinée, non, moi j'ai apprécié les bandes dessinées, vous appréciez la chronique. Et quelle est la différence entre un bon et un mauvais Schtroumpf?
Enfin, un bon schtroumpf, c'était un schtroumpf qui schtroumpf, et un mauvais schtroumpf, c'était un schtroumpf qui schtroumpf. Tout simplement. Donc bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette bande dessinée. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas encore de la préparer, d'avoir lu aussi toutes ces bandes dessinées. Là, il y a des séries en plus, je suis très content de les lire. Hein. Je passais tout à l'heure en boutique pour acheter une bande dessinée qu'ils n'avaient pas. Je suis sorti avec 2 bandes dessinées que je n'avais pas prévu de prendre. Note à moi-même, ne pas passer dans les magasins quand il n'y a rien besoin d'acheter. Enfin, se renseigner avant si ils ont les bandes dessinées. Donc du coup, je vous retrouve moi le 2 juin. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Il y a un peu du vendredi, c'est multi ce soir. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine et un bon mois. Voilà, des bisous, ciao ciao. Et où est-ce que je change de scène? Ici. On va faire la cuisine ce soir. Oui, du overcooked dans le vendredi c'est multi. Et je n'ai pas proposé de faire Factorio parce que Boboul il n'a pas la connexion. Et en plus je faisais de la chronique juste avant, c'est un peu chaud des fois pour être prêt pour le vendredi c'est multi. Donc, allez, à la prochaine, enfin dans un mois, des bisous, ciao ciao, et là, allez, paf, transition.